Bonsoir et bienvenue au sein de l'émission Que les choses soient dites. Ce soir, un sujet d'actualité qui concerne pour l'heure une partie de notre territoire. Selon un sondage CSA pour CNews, mais aussi pour Europe 1 et le journal du dimanche, un sondage qui a été réalisé les 18 et 19 avril auprès d'un échantillonnage de 1011 personnes avec une question particulière. Afin d'éloigner les jeunes de la délinquance, faut-il généraliser le couvre-feu pour les mineurs à partir de 23 h en France? Depuis lundi dernier, les jeunes de moins de 18 ans ont l'interdiction de sortir seuls entre 20 h et 5 h du matin dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Le ministre de l'Intérieur répond à une partie de la demande du maire de Pointe-à-Pitre, qui a bien sûr appelé le gouvernement à l'aide pour faire face à une délinquance qu'il qualifie de galopante à Pointe-à-Pitre. Si le maire des Abîmes est lui aussi concerné par cette mesure, il se défend de n'avoir rien demandé au gouvernement. Pour assurer la sécurité, il existe actuellement 2 couvre-feux en France et bientôt 3, dont Pointe-à-Pitre, Béziers et ensuite Nice à partir du 1er mai. Nice qui avait, il faut le savoir, déjà testé un tel dispositif entre 2009 et 2020. Pourtant, certains mettent en doute l'efficacité de cette mesure et avancent que le maire de Nice, Christian Estrosi, n'est pas convaincant sur le sujet, sur l'efficacité de cette mesure. Mais qu'en pensez-vous, fidèles téléspectateurs? Qu'en pensent nos invités ce soir avec une thématique couvre-feu, coup politique, mesures symboliques ou efficaces? Nous avons 5 invités en plateau pour l'instant. Tout d'abord, honneur aux artistes, on va dire. Grégo, qui est un artiste militant, un artiste, point 3, qui aura à s'exprimer ce soir à ses côtés. Nous avons aussi un homme que vous connaissez puisqu'il fait partie du territoire des Abîmes. Je veux parler de Georges Boucard, qui est chargé de mission au cabinet du maire Éric Jalton. Il est en charge du couvre-feu aux Abîmes. Alors, il aura beaucoup à nous dire ce soir sur le sujet. Un homme que vous connaissez bien puisqu'il fait partie du noyau dur de cette émission. Je veux parler de Raymond Otto, qui est sociologue, anthropologue. Et puis, nous tournons les regards de l'autre côté avec 2 hommes qui sont en plein cœur, on va dire, du sujet. Je veux parler de Christian Vainqueur, qui est le secrétaire national délégué, responsable de la zone Caraïbes-Amérique du syndicat Unité. Et puis, nous avons à ses côtés Victor Châtelard, qui est secrétaire territorial adjoint de la Guadeloupe, aussi du même syndicat Unité. Donc, vous l'aurez compris, nous avons 2 policiers sur ce plateau. Voilà donc, et puis nous avons d'autres invités qui doivent nous rejoindre d'ici quelques instants. Messieurs, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, je pense que les choses seront dites ce soir sur ce plateau, puisque, effectivement, on parle en Guadeloupe de ce couvre-feu qui touche plus globalement, on va dire, Pointe-à-Pitre, une partie des Abîmes, mais aussi certaines régions ou communes de France. Bon, ça, on va juste l'évoquer, on ne va pas forcément s'y arrêter. Alors, je débuterai tout d'abord avec Raymond Otto. On va planter le décor, puisque lorsqu'on cherche en termes de définition ce que ça veut dire couvre-feu, alors je vais faire un exercice que je fais tout le temps et que j'aime bien. Quelle est la définition donnée à couvre-feu? Que vous donnez à couvre-feu? Quand on vous dit couvre-feu, à quoi pensez-vous?
mesure exceptionnelle prise en temps de guerre, on est bien pour limiter les allées et venues sur la partie publique. Également, ça signifie aussi que c'est une sorte de confinement destiné à protéger la population. Et ça, on a vécu ça dans le conflit mondial, dans la Deuxième Guerre mondiale en France continentale. Couvre-feu, c'est une mesure de privation de liberté parce qu'on ne peut pas sortir. En temps de guerre? C'est une mesure exceptionnelle. C'est d'abord destiné au temps de guerre. Ce n'est pas une mesure qu'on prend à la légère. Je ferme la parenthèse. Voilà. Lorsqu'il y avait la pandémie Covid, on était en temps de guerre. Confinement. Pas en temps de guerre. Avec aussi un conseil. Et avec couvre-feu. Voilà. Ah oui, avec un conseil de sécurité composé de militaires qui avaient prééminence sur le gouvernement élu par la population française. Il y avait prééminence. Le Conseil de sécurité avait prééminence. Donc, je ne sais plus dans quel mode on est. Est-ce qu'on est encore en démocratie ou est-on entré... Là, on va un peu trop vite. Non, mais vous posez le droit, on pose le décor. Oui. La question qui sous-tend vos trois interrogations, efficaces, symboliques ou politiques, on s'interroge au niveau de la ville des Abîmes sur le fait est-ce qu'on n'est pas en train de glisser progressivement d'une démocratie participative, d'une démocratie à une sorte de démocrature avec des mesures de plus en plus liberticides pour le citoyen lambda qui est accusé. Et là, on a ciblé un créneau de la population, c'est-à-dire les jeunes qu'on stigmatise. Et c'est pour ça que le maire des Abîmes, très tôt, a dit son opposition à un couvre-feu généralisé sur son territoire. Merci Georges Boucard. On va y revenir tout à l'heure puisque nous... Et on va vous faire un scoop, comme ça tout le monde saura. Nous avons l'intention de déférer cet arrêté devant le Conseil d'État parce que c'est une mesure que nous disons attentatoire aux libertés publiques. Merci. Après le confinement, lié au Covid, qui était pris dans des circonstances particulières, là, pourquoi c'est le territoire de la Guadeloupe qui est encore pris comme laboratoire des idées d'extrême droite? Alors, on va y arriver. Georges Boucard, alors là, on était à la définition de couvre-feu. Christian Vainqueur. Pour abonder dans le sens de ce que vient de dire effectivement M. Boucard, ne pas oublier que le président de la République, lorsqu'on a mis en place le confinement, avait déclaré que nous étions en guerre contre le virus. Donc, effectivement, je ne peux que partager ce qui vient d'être dit par M. Boucard. Alors, couvre-feu, la définition. Pour moi, c'est effectivement la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est interdiction d'aller et venir comme bon me semble. Non, mais je rejoins parfaitement tout ce qui a été dit concernant la définition du couvre-feu de manière très explicite de la part de M. Boucard. Mais tout simplement, c'est une atteinte à une liberté d'aller et venir. C'est une restriction qui a été mise en place concernant une partie de la population. Et donc, de fait, on peut se demander, et c'est peut-être la question qui sera posée, quel est l'intérêt, déjà d'une part, et est-ce que ça aura une certaine efficience aussi, cette mesure restrictive? Merci. Rigaud. OTEP, bien bonsoir. Donc OTEP, c'est être en paix. Et nous avons un grand problème civilisationnel, en fait, contre tout ça là. Parce que c'est une nation, civilisation, qui a venu imposer des lois, en fin de compte, depuis 1635. Si on essaie de se rappeler, un petit rappel historique, depuis 1635, la France, l'État français, ceux qui représentent la France, colonisent et donc imposent des lois. Et des lois qui viennent de l'extérieur pour régler les problèmes à la conséquence, ça nous fait tourner en rond. Ça nous fait tourner en rond. Je pense qu'on a assez d'intelligence pour pouvoir régler les choses à la cause. Et ça fait partie de la cause, c'est-à-dire subir des lois qui viennent d'ailleurs, subir des mesures qui viennent d'ailleurs. Et donc, il faudrait qu'on parle de tout ça, notre capacité à un petit peu
vraiment former notre intelligence pour régler les problèmes à la cause et prendre des mesures d'urgence aussi. La Parce définition que- de couvre-feu. Pour Mesures vous. d'urgence, voilà. Mesures d'urgence. Et quelque part, prise quelque part en temps de guerre, en temps d'urgence. Et il y a urgence pour qu'on se décolonise. Il y a urgence pour qu'on réellement utilise notre intelligence, comme je disais, pour régler à la cause. Et donc, voilà, créer de l'économie. Voilà, on connaît un peu. Hein. On ne va pas tourner en rond dans les constats et dans les solutions qu'on sait qu'il faut mettre en place, mais freiner par, on va dire, une pensée de soumission, une pensée de découragement, une pensée de manque de confiance en soi, en nous collectivement et en nous personnellement. Hein. Et tout ça, ça crée une atmosphère de bocantage anxiogène, bocantage qui va stagner, quoi. Qui ne peut pas mener nous si on réel impact la réalité en nous. Quoi. Raymond, merci. Raymond. Moi, une définition de quoi Couvre-feu? Ah, je crois que c'était la saison des mangues. Couvre-feu, écoute, on a tous dit c'est une limitation de la possibilité d'aller et venir auquel chaque citoyen a droit. Et pour moi, par contre, le couvre-feu qui a été voté dernièrement sacralise l'inefficience de la médiocrité gouvernementale. Parce qu'en fait, ne pas pouvoir apporter réponse à un problème ne pourra jamais être camouflé par une décision qu'on prend en temps de guerre. Donc, on finira par devenir une démocratie dictature, si on continue. Merci Raymond. Alors, couvre-feu, mesure de police interdisant de sortir le soir après une heure fixée. Alors ça, c'est une définition. Il ne vous a pas échappé que je n'ai pas donné de chiffres dans mon introduction concernant le sondage. Je suppose que vous l'avez remarqué. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu d'abord vous entendre sur cette notion de couvre-feu, ce qu'on entend par là, pour vous livrer le résultat de ce sondage. Alors, c'est vrai que quand il y a une situation, on a pour habitude de faire un sondage. Je vous ai dit qu'il y a un échantillonnage de 1100 personnes. Oui, 1011 personnes. Alors, quelle a été la réponse à cette question ? Je reviens sur la question, puisqu'elle a été posée au niveau de la France hexagonale, oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est pas un sondage local. Oui. Toute la nuance est là. Hein. Oui, C'est oui. pas un sondage local. Je l'ai précisé parce que c'est important. C'est un territoire français ici, il ne faut pas dire ça. Afin d'éloigner les jeunes de la délinquance, faut-il généraliser le couvre-feu pour les mineurs à partir de 23 heures en France? Alors c'est vrai que Raymond vient de dire que oui, mais c'est la France ici. C'est vrai aussi que ici, le couvre-feu, c'est à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et est-ce que vous avez la réponse à ce sondage? 63%. Favorable. Alors moi, j'ai un autre pourcentage, 67% des Français ont dit oui et 33% ont dit non. Donc, les élus, les maires, beaucoup de maires, je dirais, se sont basés sur ce sondage pour dire que c'est la solution, ça peut être la... Alors, on va ça peut être... Alors, il y a un engouement remplacé par des maires, pas mal de maires, pour cela, parce que basé sur ce sondage où on dit qu'il y a 67% des Français qui sont pour. Alors, on va y arriver tout à l'heure, puisqu'il faut parler, de la Guadeloupe. S'il te plaît. Oui. 67% de qui? De personnes brahmes, stériles, pas d'enfants? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit 67% de personnes ayant des enfants qui seraient favorables à un couvre-feu. Ça veut dire qu'ils seraient eux-mêmes en train de se désavouer en tant que parents. J'aime pas les statistiques. Oui. D'autant plus que 67%, c'est vrai, on peut dire que la population française est majoritairement pour. Mais si on a ce type de raisonnement, on aurait encore eu la peine de mort. Hein.
la peine de mort était appliquée. 98% des Français étaient pour la peine de mort. Il y a eu un courage politique de François Mitterrand qui est allé et qui a fait abolir la peine de mort. Et aujourd'hui, la France a regagné, entre guillemets, un peu le peloton des nations, entre guillemets, civilisées, parce que, bon, elle a aboli la peine de mort. Donc, je veux dire qu'un sondage n'est que une photographie à un moment donné. Et ce couvre-feu guadeloupéen est circonstanciel. Ça vient de quoi? Ça vient d'un cri de mer. Il battait ça, il a été caillé. Il battait ça, c'est la pointe qui caille. Il battait connaître la pointe avant de poser candidature. Ils savent que son ville endetté. Et était bénéficié d'une intervention très forte des services de l'État, en la personne du préfet Gustin, qui a pratiquement forcé un maire à démissionner 6 mois avant une échéance démocratique. Quand je rappelle qu'un préfet n'est qu'un commissaire de la République, c'est un fonctionnaire, ce n'est pas un politique, et il n'est pas nommé, c'est quelqu'un qui est nommé. Quand un préfet, M. Gustin, intervient dans le champ politique, eh bien, ça donne ce résultat-là. Ça donne ce résultat-là, c'est-à-dire que le préfet s'autorise à prendre des arrêtés pour satisfaire l'état de l'opinion suite à un cri de mer, suite à quelques agressions sur Pointe-à-Pitre, et il s'appuie sur des statistiques en valeur relative, les chiffres. Quels sont les chiffres? De quoi on parle? On parle d'une augmentation. Ça porte sur combien de personnes? Je prends le cas des morts. C'est une 30aine de morts par homicide. Vous savez combien de morts qu'il y a à Castellane? Vous savez combien de morts qu'il y a dans cet quartier à Marseille? Vous savez combien de morts? Si on prend en valeur absolue. De quoi parle-t-on? On est en train de stigmatiser la jeunesse guadeloupéenne dans 2 quartiers de la ville où la puissance publique, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. On vient de dépenser 500 millions d'euros pour la rénovation urbaine de Grand Camp. On est en train, avec des politiques de mixité sociale qui nous ont pris du temps. Des abîmes, là. Des abîmes. Je parle de. Nous, on a stigmatisé 2 parties de notre territoire et nous ne sommes pas d'accord, ni pour Vieux-Beau, ni pour Grand Camp. Je vais expliquer. Grand Camp fait l'objet d'une rénovation urbaine. Le Grand Camp d'avant, c'est plus le Grand Camp d'aujourd'hui. Et on avait aussi des médiateurs, Lilo, je vais pas parler de cas, le grand frère, Lilo, qu'on a considéré comme un délinquant, on l'a foutu à Fresnes, on l'a foutu en prison, et cette affaire-là est encore en cours. Mais Lilo nous a aidés à faire le lien entre les forces de police. Il nous a aidés à un moment pour que les jeunes acceptent le Wootton Park. C'était une espèce de... Il nous a aidés. Eh bien, on l'a criminalisé. Aujourd'hui, on stigmatise Grand Camp, parce que, alors que nous, on fait des efforts pour que les cadres intermédiaires, que les professions un peu, les CSP+, viennent s'installer à Grand Camp. Et tout ça est remis. Et d'un coup d'une espèce de mesure liberticide, on anéantit un travail. Vieux-Beau, qu'est-ce que Vieux-Beau? C'est moins de 300 foyers aujourd'hui. Vieux-Beau, c'est une toute petite poche. Je parle devant les policiers, ils savent de quoi je parle. Fly me disait, Alain Caprice, si nous veut vraiment éradiquer Vieux-Beau, même Vieux-Beau à l'époque, d'Alain Caprice, ça remonte à un certain nombre d'années, si nous voulons, on a les moyens, on peut le faire. C'est une volonté politique de laisser un certain nombre de trafics se faire au bénéfice de certain nombre de personnes. Et ça, je prends mes responsabilités en le disant. Vieux-Beau, aujourd'hui, va faire l'objet d'un immense programme de rénovation urbaine. 400 millions d'euros. Okay? Et pourquoi stigmatiser cette population? Pourquoi encore dire que là, c'est là où il y a des délinquants? Ce n'est pas forcément là. Il y a beaucoup, en valeur absolue, il y a beaucoup plus de cas qu'à Pester. Les jeunes ont attaqué le commissariat. Pas le monde n'a dit ça. Ils ont tiré sur la façade du commissariat. Pas le monde n'a dit ça. Et c'est aux abîmes, à Vieux-Beau, après tous les efforts qu'on a faits, de médiation, de mise en place de comités, de réunions, qu'on stigmatise aujourd'hui Vieux-Beau et Grand Camp. Et l'Oricis, comme par hasard, on dit que l'Oricis
n'est pas dans le territoire. Parce que là aussi, ça fait l'objet aussi d'une migration urbaine réussie. Oui. Voilà. Voilà les faits, merci. rien que les faits. Mais merci pour ces faits. Et on ira du côté de nos invités de la police pour voir avec eux, parce que ce sont des hommes de terrain qui sont confrontés à une réalité. Et comme ça, nous aurons une photographie réelle des choses, et ça sera juste après une page de publicité. Voilà, nous revenons au sein de notre émission Que les choses soient dites avec cette thématique ô combien importante, couvre-feu, coup politique, mesures symboliques ou efficaces. Alors nous avons Samuel qui nous a rejoint sur le plateau. Alors Samuel, nous avons déjà entamé le débat sur ce couvre-feu. Et je ne dirais pas à Pointe-à-Pitre, puisqu'il ne s'agit pas que de Pointe-à-Pitre, il s'agit aussi des abîmes, même si le maire Éric Jalton n'en veut pas. Samuel est aussi point 3, c'est un... La femme te dit qu'il faut que tu rentres à une certaine heure, donc c'est un couvre-feu. Non. C'est un chef d'entreprise point 3. Et puis, il y avait déjà cette discussion avec Georges Bouka qui insistait sur le fait que les abîmes, non, ne veulent pas de ce couvre-feu. Et il a fait un constat. Et là, maintenant, j'arrivais aux policiers qui sont sur ce plateau pour savoir s'ils partagent le constat. Alors, est-ce qu'on aimerait vraiment avoir une photographie de ce qui se passe sur le territoire de Pointe-à-Pitre et aussi des abîmes, puisque on parle de mineurs. Alors, est-ce que ce sont les mineurs qui commettent le plus d'exactions sur le territoire? Est-ce qu'ils incitent à ce qu'il y ait beaucoup plus d'insécurité? Alors, on aimerait vraiment comprendre ce qui se passe et pourquoi avoir choisi certains quartiers, sauf l'Oricisque, comme on a dit, et puis aux abîmes, certains quartiers, et pas d'autres. Nous vous écoutons. Alors, par contre, vous pouvez vraiment vous compléter sur cette question. Une chose, par rapport à ce que vient de dire effectivement M. Bouka, nous sommes effectivement, c'est tout à l'honneur de la mairie des Abîmes de mettre en place des rénovations au niveau des quartiers. Il y en a effectivement besoin, mais pour l'instant, M. Bouka, qu'on se le dise, Vieux-Bourg reste quand même un point de deal important avec effectivement un certain nombre de délinquants qui, eux, après, se dispersent sur le territoire de Pointe-à-Pitre, Abîme-le-Gosier. Donc, ça, c'est une chose. Alors, le problème du couvre-feu en lui-même, c'est vrai que nous avons eu à le redire, il est important de réfléchir à comment faire pour lutter contre cette délinquance, parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe en a marre de cette délinquance, qui gangrène l'ensemble du territoire, mais qui en particulier est centrée sur effectivement donc, ces trois villes que sont Pointe-à-Pitre, Abîme-le-Gosier, puisque nous savons très bien que Pointe-à-Pitre, durant la journée, reste effectivement un point attractif. Et le Gosier, de par effectivement ses hôtels, ses boîtes de nuit. Pourtant, le Gosier n'est pas concerné par cette mesure. Mais c'est aussi là où on est censé retrouver effectivement une certaine forme de délinquance. Donc, ce qui nous a effrayés dans cela, c'est que nous avons ressenti, alors, après effectivement cet abattage médiatique sur les réseaux sociaux du maire de Pointe-à-Pitre, nous avons ressenti que c'était effectivement plus de la démagogie. C'était plus de la démagogie à travers une communication et qu'il y avait une autre façon de penser comment faire pour combattre effectivement cette délinquance. Parce que, pour ma part, et pour un grand nombre effectivement de nos collègues, c'est plus durant la journée que nous voyons effectivement les jeunes prendre d'assaut les rues de Pointe-à-Pitre, en particulier la rue Frébeau et consorts. Donc, c'est vrai que, et là où je dis que c'est quand même grave, c'est que nous, notre syndicat Unité,
Nous avons écrit à chacun des élus concernés, C'est-à-dire des parlementaires, tous les maires, les maires Oui. des Abîmes, du Gosier, de Pointe-à-Pitre, de Cap-Esther, de Basse-Terre, et aussi le président du conseil régional, le président de l'association des maires, le président du conseil départemental, de manière à ce que nous puissions nous retrouver ensemble autour d'une table pour vraiment débattre de ce problème, comme je l'ai dit, qui gangrène la vie de chaque citoyen de la Guadeloupe. Et pour que nous puissions proposer au gouvernement, et en particulier au ministre de l'Intérieur, des solutions qui soient spécifiques à notre département. Parce qu'il y a une chose, pourquoi je le dis, et pourquoi nous nous sommes adressés à eux, parce que lorsque nous parlons effectivement au ministre, lorsque nous parlons au directeur général et aux différents directeurs centraux, ils nous disent, mais les seuls qui peuvent faire bouger les choses, ce sont les hommes et les femmes politiques de la Guadeloupe. Ce sont eux les alter-égaux des politiques qui nous gouvernent. Et ce sont eux, au même titre que M. Estrosi, que vous avez effectivement nommé, et d'autres, ils peuvent effectivement aller au-devant d'eux et leur demander à ce que nous puissions régler par des moyens, ces problèmes de sécurité. n'est-ce pas ce qu'Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, a fait? Mais Harry Durimel n'a rien demandé. Pour ma part, lorsque vous demandez la mise en place d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin, alors que nous savons très bien que c'est durant la journée, les touristes sont attaqués quand? C'est durant la journée. Lorsqu'il est 20h, le touriste est déjà sur le bateau. D'accord? Donc il faut qu'on arrête quand même de vouloir, à travers cette démagogie, tromper les Guadeloupéens. Il y a une autre façon de penser. Et il faut effectivement qu'elle soit mise en exergue. Alors, est-ce que réellement, les mineurs sont dans la rue le soir, tard? C'est pas la bonne question. Non, j'y arrive. Est-ce que aujourd'hui... Monsieur Vainqueur, en fait, il y a une question qui a été traitée il y a de ça quelques années. Ils ont écrit à l'ensemble des forces vives de ce pays sur un phénomène qu'on avait déjà commencé à observer et que Madame le maire du Mont l'avait relayé, c'est la présence de mineurs massivement dans les bourgs. Mais c'était lié à la mauvaise réflexion de l'aménagement du territoire. Vous mettez des gens dans des immeubles sans espace de socialisation. Donc, naturellement, les personnes se retrouvaient. Je dis sous le couvert de M. Vainqueur, nombre de fois la police a dû ramener des gamins pour leurs parents parce qu'on oublie dans ce pays que la nuit, tout le monde fonctionne. C'est-à-dire, tout le monde fonctionne. C'est-à-dire que les gamins que tu retrouves, quelquefois, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la maison. Parce qu'on les met... Oui, vas-y. Parce qu'on les met... Il faut qu'on regarde la Guadeloupe. Parce qu'on les met? On les met dehors. Qui les met dehors? Mais leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils nous a failli à faire. Quelle question? Non, mais la question... oui, non, mais je réponds. Oui. Non, c'est-à-dire il faut dire pourquoi les parents mettent les enfants une dehors. société. Non, on ne peut pas tout renvoyer à la police. Il y a une partie qui nous revient. On a mal aménagé les territoires pour des raisons simplement de fainéantise intellectuelle. On a récupéré un habitat qui ne correspondait pas à ces populations. D'accord? La deuxième chose, ce que M. Vainqueur a dit en sibylline, et moi je vais le dire en gras, c'est que qui vient à Vieux-Bourg? Ce n'est pas moi qui viens acheter de la drogue. Hein? D'accord? Qui vient à Vieux-Bourg? Eh bien, toi et moi. Nous avons besoin de nous détendre après une journée de travail. Si on fait une photographie le soir, on serait surpris de savoir lorsqu'on verrait tous les véhicules qui circulent à Vieux-Bourg. Je referme la parenthèse. Troisième chose, on ne peut pas résoudre un problème sans l'aborder. Et je suis désolé. C'est comme si vous décidez de prendre de l'eau de Cologne, de le transférer dans un packaging raffiné et vous vous dites que vous avez réglé le problème. Non, ce sera de l'eau de Cologne dans un packaging raffiné. C'est ça le couvre-feu. C'est-à-dire une fausse idée. Et puis il y a Grégo et M. Châtelain, juste avant, les gens qui ne se sont pas encore vraiment exprimés. Donc il y a Samuel, il y a aussi M. Châtelain et puis Grégo. Ouais. Merci Raymond. Je t'en prie.
pour ces précisions. Samuel? Alors, je ne sais pas, bonsoir, hein, je ne sais pas à quel niveau est le débat, puisque je le prends en cours. Aussi bien, M. Vainqueur, que Montaut, j'abonde dans leur sens, puisque lorsqu'on essaie de comprendre une problématique et qu'on part de la fin du problème, de la queue du problème pour essayer de le résoudre, mais c'est la plus grande bêtise qu'on peut faire. Moi, je peux vous dire franchement que à part que ce soit une mesure purement électorale pendant une période, ça n'a aucun sens. Ce couvre-feu n'a aucun sens. Déjà, il faut remettre les choses à l'endroit. Est-ce que l'État en Guadeloupe a jamais comblé le retard, le déficit qu'il avait sur tous les plans? Parce que l'État avait toutes les cordes. L'économie, on l'oublie, les routes, les lycées. Dans quel état? Les politiques guadeloupéens n'ont pas autant démérité qu'on veut le faire croire. Si je prends l'exemple de M. Proto, qui a trouvé à l'époque un parc des lycées, mais vraiment en mauvais état, c'est l'État qui en avait la responsabilité. Lorsqu'on se rappelle des routes, moi je sais que lorsqu'on arrivait sur le pont de la Gabarre, c'est quand même près d'1 heure qu'on prenait pour passer d'un côté de l'île à l'autre. L'aménagement du territoire. Raymond met le doigt sur quelque chose, je le dis à chaque fois que je viens ici, à partir du moment, si on ne repense pas l'habitat, l'aménagement du territoire, le cadre de vie, mais forcément, on fera encore de plus en plus appel aux policiers, parce que les policiers arrivent en bout de chaîne. C'est lorsqu'on a échoué que les policiers interviennent. S'il n'y a aucune politique qui est mise en avant, parce qu'il faut repenser le pays, est-ce que l'État nous traite comme un pays français à part entière? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, vous avez 50% de chômage dans un pays lorsqu'il y a 7% chez les jeunes au niveau national. Vous avez 48% d'illettrisme rien ne correspond. La Guadeloupe est une soupape, est une cocotte qui est en permanence sous pression. Lorsque vous regardez, je vous donne un exemple, on parle aussi du transport. Un jeune, comment voulez-vous qu'un jeune français qui dépense, enfin un jeune français qui n'est même pas à l'école, un français dépense 80 quelques euros par mois pour pouvoir aller dans toutes les zones de France. Et en Guadeloupe, si vous n'avez pas un véhicule, un jeune qui prend son premier poste et qui gagne 1300 euros par mois, c'est pas moins de 400 euros qu'il va consacrer. 450. Voilà, 450, hors usure, hors entretien, et voilà, hors assurance. Donc, on est en train de créer, on ne va jamais régler les problèmes de délinquance juvénile. Parce que la délinquance juvénile, elle vient de quoi? Si vous avez des parents qui eux-mêmes sont en situation de pauvreté, vous avez une pauvreté, un taux de pauvreté qui ne correspond à rien. Sur le plan national, on n'a jamais vu ça. En tous les cas, ce qu'on vit ici. Ça veut dire que le jeune qui vit dans une maison et qui voit ses parents travailler, mais ne pas réussir à joindre les deux bouts. Le jeune qui voit qu'à l'époque, les grands-parents pouvaient donner un billet aux petits-enfants. Aujourd'hui, c'est mort. Et c'est notre culture. Les grands-parents veillaient, parce que ce sont des jeunes, plus ça va, ce sont des jeunes qui font des enfants. Donc, parfois, les parents ont besoin de fournir, d'alimenter ces jeunes-là pour eux-mêmes s'occuper de leurs enfants. On est en train de voir, même lorsque vous avez un jeune qui se dit, bon, je fais tout pour m'en sortir. C'est-à-dire, je sors de Vieux-Bourg, je sors de ma cité, parce que lorsque vous regardez, je suis désolé, j'aimerais que ces gens-là habitent dans on appelle ça des bars, oui. Ne serait-ce que pendant 1 heure pour voir ce que vit une famille guadeloupéenne qui est logée là. C'est impossible d'être bien dans sa tête. C'est-à-dire, ça vous formate, c'est quelque chose qui va vous aigrir au fur et à mesure. Vous êtes en permanence aigri. Je finis, Georges, juste pour dire une chose. Lorsqu'un jeune se dit, je vais apprendre, je vais m'en sortir puisqu'il y a l'ascenseur social de l'école, et qu'il part, et qu'il prend son bac et qu'il va à Fouillol, mais il n'est pas débarrassé du phénomène. On a vu dernièrement un club service qui a fait appel à la générosité, à la solidarité, pour que les enfants mangent. Nous en sommes là dans une université. Ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec la misère on l'étend. Et à la fin, lorsqu'on ne peut plus rien faire, eh ben on dit, eh ben on va enfermer. Mais c'est une bêtise, mais énorme. Donc ce soir, le couvre-feu, c'est une bêtise, c'est un non-sens. En plus, un couvre-feu à géométrie variable, oui. Par exemple, pas à l'oricisque, pas certainement. Comme si un enfant, quand il était délinquant, il restait dans une zone, la zone où c'est interdit, il ne peut pas aller dans l'autre zone, c'est pas interdit. Enfin, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Ce n'est pas normal, ce qui se passe en Guadeloupe actuellement. Monsieur Chaka, je suis Georges, on fait un petit tour. C'est vrai que je crois que c'est un phénomène qui s'est développé particulièrement après les différents faits divers qui se sont déroulés en métropole, qui ont créé l'émoi dans la population, avec des mineurs concernés, oui. Des phénomènes de bandes
d'agression, de guet-apens. Et force est de constater que cet émoi a été transféré sur une population de jeunes guadeloupéens que l'on retrouve effectivement le soir dehors et qui, comme exaction, le soir, mettent le feu dans des poubelles. Alors c'est vrai que le maire de Pointe-à-Pitre a poussé un cri d'alerte concernant ce phénomène qui se développait durant un certain nombre de soirées, mais ça n'a rien de transférable par rapport à des situations où nous avons des jeunes mineurs en métropole qui s'agressent, qui se tuent, en l'occurrence. Et derrière ça, quand on fait ce parallèle, on voit que les mesures qui sont mises en place en métropole ne sont pas d'ordre aussi importante que celles qu'ils veulent mettre bien en place ici. Et ça, voilà. Alors, je reviens effectivement au fait que nous avons un ministre qui est passé comme un lance-pierre sur le département, qui n'a pas pris le temps, effectivement, de nous recevoir, nous, organisations syndicales de la police, alors même qu'il est le premier flic dit de France. Force est de constater certainement qu'il ne voulait pas entendre non plus les problématiques que nous avions à lui apporter. Maintenant, nous avons effectivement, et sans jeter l'opprobre sur nos politiques, qui, ma foi, peuvent être en décalage aussi par rapport à certaines situations pour lesquelles nous entendons chaque soir ou chaque jour les problématiques de délinquance. Mais il est une chose, il va falloir effectivement, sur le plan local, partir vers d'autres dispositions pour pouvoir régler notre problème. Parce que ce n'est pas un couvre-feu, ce n'est pas un couvre-feu à l'heure où les jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes délinquants qui sortent le soir à partir de 20h, il y a des gens qui vont au cinéma, il y a des gens qui vont à l'entraînement sportif. Donc est-ce que ces gens-là aussi, ils seront demain à mener à ce que des policiers les ramènent chez eux ou soient verbalisés parce qu'ils se retrouvent dehors après 20h? Non. C'est tout à fait ubuesque, cette situation. Une mesure, on l'a dit, liberticide, pour masquer une défaillance sécuritaire. Oui. C'est ça. On peut traduire ça comme ça. Voilà. Oui. Grégo. C'est pas ça. Voilà, je suis un petit peu d'accord avec tout ça. Hein. Maintenant, comment vraiment, comme je le disais tout à l'heure, nous peut régler les choses à la cause. Hein. Le problème civilisationnel, pour regarder, on va dire, au point de vue le plus aérien. Après ça, on pourrait parler des responsables politiques et donc quelque part du peuple, dans sa peur, dans son manque d'engagement, dans sa conscience qui évolue, dans sa division aussi, hein, qui crée pas mal de manque d'unité pour arriver justement à avoir un rapport de force et commencer à avoir confiance, quoi, dans le chemin de la liberté. Et donc, tout but n'est pas cisé pour la CMLA, parce que CMLA, c'est une représentation à vote, mais qui ont peur, faut que le mouvement souverainiste, comment te dire, soit plus crédible, pour justement donner plus de force, encore plus de force au peuple. Il faut que le peuple aussi donne plus de force au mouvement souverainiste pour qu'on puisse arriver vraiment à ne pas être dans une revendication simplement syndicale, mais être dans une revendication nationale, pas nationale France. Parce que moi, ma métropole, dans ma façon de penser, c'est pas la France. C'est pas la France. Même si effectivement, on est une colonie toujours, colonie départementalisée, mais colonie toujours. Donc quelque part, c'est toujours la métropole. Mais si on veut que ça évolue, il faudrait qu'on arrive à parler libre, penser libre, agir libre, et non pas reproduire des mesures qui, comme on l'a dit là, on est tous d'accord, qui va être inefficace. Ou du moins au long terme, à moyen terme, à court terme, voilà. Hein. Est-ce qu'on va fonctionner tout le temps par la répression et on va dire les coups de fouet? Non. Il faut qu'on puisse rassembler notre intelligence collective, rassembler les courageux, rassembler ceux qui ont des idées, rassembler ceux qui en ont marre de subir, rassembler ceux qui ont envie de réellement accomplir leur mission, hein, comme disait François Fanon, et non être dans la démission. Et donc,
il faut avoir beaucoup de courage, ce que je pense la classe politique dans son assimilation n'a pas. Donc maintenant là, il faudrait vraiment comprendre tout ça pour qu'en fin de compte, on ne soit pas attaché à leur élection, à leur calendrier, à leur agenda, à leurs mesures. Mais nous, nos mesures, nos calendriers, et qu'ils tirent nous surtout. Parce que devant mairie là, nous sommes centre des arts et de la culture. Donc, quand nous avons par la culture, on reste nous qui laisser à l'abandon, vers qui vers qui excellence nous caille, les qui tirent nous à l'abandon comme ça. Et est-ce que qu'ils tirent nous ces points vers mettre à donc classe sociale? Ou est-ce que qu'ils tirent nous avons utilisé toute racine à pied bois qu'on le grand frère l'armée du monde quasiment tous les jours? C'est chaque pied bois nous c'est dans l'usine. Nous pas ni pont espèce de qualité manque de plein emploi, manque de plein emploi, ouais, exactement. De chômage aussi exponentiel. C'est moins 3000 par an, non? On perd, non? À peu près. En habitant. En jeunes, c'est à peu près là. Nous, pas dégrainer, quoi, au final. Donc, il faudrait qu'on continue à faire augmenter la conscience de par les émissions, de par les médias libres, pour que Guadeloupe, qui pour moi n'existe pas dans un concept où on essaie de vivre avec des données scientifiques qui nous emmènent vers une autodétermination et non pas encore reprendre des schémas de mensonges, de captation de la richesse, de captation des terres, puisque Guadeloupe a été baptisée par Christophe Colomb. Merci Grégo. Donc, je pense que là aussi, il faut regarder le problème de manière sociétale. Tous les quartiers qui ont été choisis, par exemple, moi, le préfet a fait son arrêté, moi j'ai pris les chiffres. Vous savez que sur le territoire pour lequel le préfet a pris son arrêté, 80% de familles monoparentales dont le chef de famille est une femme. Où est le père? Où est l'autre? Parce que nous sommes dans une société, malheureusement pour nous, c'est une société à caractéristiques occidentales. OK? L'autorité, le respect des règles dans ce type de société, depuis la Grèce antique, passe. Et tous les sociologues, tout passe par la présence paternelle. 80% du territoire qui a été choisi, sur le territoire-là, ce sont des familles monoparentales dont le chef de famille, je répète, est une femme. Et très souvent, le père ne travaille pas, la mère fait des petits jobs. Et moi, j'ai eu l'occasion, à Vieux-Bourg, par exemple, de proposer à des jeunes de rentrer en formation à 600 et quelques euros de dédommagement. Ça te vous dit, 600 euros, M. Boukar. C'est sans rafale, donc après-midi, là, on peut venir avant le matin sérieux, nous qui parler. Mais pour l'instant, moi, c'est ça rafale avant de bon, moi. Voilà, donc, quand peut dire Tibouka? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui ai dit, mais non, il faut rentrer dans le droit chemin, il faut... Ouais, mais l'argument, moi je nourris papa, je nourris maman, et c'est moi qui nourris les enfants. Et on est 5 dans le foyer. Donc par rapport à ça, et c'est une réalité sociétale qu'on ne veut pas voir, sur laquelle on ne met pas des traitements. Et le couvre-feu, c'est-à-dire une cautère sur une jambe de bois, ce n'est que le début de mesures liberticides qui stigmatisent la jeunesse, parce que heureusement, on a encore une jeunesse qui majoritairement veut s'en sortir. Majoritairement. Statistiquement, il y a des dérives. Mais on ne peut pas, par exemple, justifier. Le préfet a pris un argument, 20 heures, parce qu'il fait nuit. Mais il ne faut pas se foutre du monde. Il faut aller à Paris, les lignes d'hiver, qui est en la rue là, à 5h de l'après-midi, on ne peut pas voir rien. À 10h, si on est là pour lever. Alors, mettez couvre-feu à Nice, en hiver, mettez à 5h du matin. Pourquoi c'est 20h? 20h. C'est là où toutes les associations s'activent. C'est là où la vie, on a un tissu associatif. Heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a encore des solidarités familiales qui permettent d'être une espèce d'ascenseur, d'amortisseur de cette cocotte minute qui est en train de bouillir. Alors, maintenant, c'est vrai, il y a déjà cette mesure depuis lundi et
une question qui m'est venue. Vous avez dit tout à l'heure que le ministre de l'Intérieur ne vous a pas rencontré, ni même consulté, ni enfin soit. Mais est-ce que vous avez la possibilité, parce qu'il va falloir que vous soyez sur le terrain le soir, est-ce que vous avez les moyens humains et matériels pour mener à bien cette nouvelle mission qui vous est confiée? De toute façon, la mission, effectivement, donc, qui nous est confiée, nous allons faire en sorte qu'elle puisse effectivement se réaliser. Ça, il n'y a aucun souci. Cependant, je le dis, nous vivons une défaillance sérieuse. Ce qui veut dire que, je vous prends un exemple, nous avons un ministre délégué, je crois, qui était de passage ici. Oui. Oui. Ben, il n'y a pas pu avoir de fonctionnaire pour assurer la mission. Parce qu'il fallait qu'il soit concentré sur la visite du ministre. C'est quand même pas normal. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a effectivement un ministre ou lorsqu'il y a une personnalité de passage, donc à quoi sert le couvre-feu? Puisque nous ne pouvons pas travailler, puisque nous sommes obligés, effectivement, de Vous êtes mobilisés sur la sécurité, effectivement, de cette personnalité. Donc, c'est là que je dis qu'il faut qu'on arrête de se moquer du monde. Déjà, pour le maire de Pointe-à-Pitre, il n'avait pas besoin de M. Darmanin. Il a des pouvoirs de police qui lui incombent. Et il pouvait prendre de lui-même son arrêté, effectivement, de voir avec le préfet pour effectivement que ce couvre-feu soit mis en place. Donc là, nous sommes partis, je l'ai dit, dans une grosse communication démagogique. Nous savons très bien, et je le dis, et j'abonde effectivement dans ce qui vient d'être dit, c'est toujours une minorité, parce que, grosso modo, une grande partie de notre jeunesse a envie, effectivement, de s'en sortir. Vous avez, effectivement, des minorités dans différents quartiers qui minent, effectivement. Mais ces jeunes qui sont, effectivement, dans leur quartier, parce qu'ils ne sont pas dans Pointe-à-Pitre, en fait, dans le centre, parce qu'il n'y a rien le soir. Donc, ils sont, effectivement, au pied des immeubles. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que qu'est-ce qui a été fait pour que des générations viennent se rencontrer au pied des immeubles, pour empêcher effectivement cela? Rien n'a été fait. Et c'est là aussi effectivement, qu'il y a un problème de société. On veut effectivement tirer sur ces jeunes, mais qu'est-ce qui est fait pour que justement, que depuis des années, que vous avez des générations qui viennent effectivement se rencontrer et qui a fait en sorte de connaître ce que nous connaissons comme ce phénomène de gang qui, je le dis, fait en sorte que les Guadeloupéens puissent en avoir marre avec ce problème. Donc, et c'est là que je dis qu'il y a des outils qui sont mis en place, qui sont mis à la disposition des hommes et des femmes politiques. Il faut les utiliser. Il faut utiliser effectivement le principe de rénovation, mais il faut créer des moyens, il faut donner des moyens à cette jeunesse de ne pouvoir plus rester au pied des cités et d'aller voir ailleurs ce qu'il y a. Et quand je dis ailleurs, pas seulement, pas s'exiler, mais il y a des choses à faire. Alors je reformule quand même, puisque je me rappelle, il y a quelque temps de cela, où j'avais reçu des policiers sur le plateau et vous-même, Christian Vainqueur, avez tiré depuis tantôt la sonnette d'alarme en disant « Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens matériels, nous n'avons pas les moyens humains pour gérer le quotidien. » Donc, vous dites « Oui, nous remplirons la mission. » Mais est-ce que vous avez réellement les moyens pour le faire? Je vais de vous prouver que nous n'avons pas les moyens, puisque de toute façon, nous sommes sous ordre. Donc, aujourd'hui, vous avez effectivement des fonctionnaires qui seront dans la rue, puisqu'ils sont sous ordre.
Mais je viens de vous prouver que lorsque nous avons une personnalité qui est de passage, voilà, la mission s'arrête. Voilà. Nous n'avons pas les moyens de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous l'avons dit déjà, à défaut de me répéter de nouveau, moi je me rappelle lorsque la compagnie départementale d'intervention a été créée, elle a remplacé la compagnie républicaine de sécurité en 1990. De 90 à 2000. 2000, c'est à ce moment-là, effectivement, que Nicolas Sarkozy, il met en place la révision générale des politiques publiques. Vous avez une CDI qui comportait 120 fonctionnaires de police. Ces 120 fonctionnaires de police pouvaient se projeter à Basse-Terre, à Capesterre. Ils pouvaient se déployer dans Pointe-à-Pitre, se déployer également sur les Abîmes et le Gosier pour faire de la prévention. Parce que nous ne sommes pas là non plus uniquement pour faire de ces De la des États répression. policiers et faire de la répression, mais pour faire de la prévention. Nous savons parfaitement que vous avez des jeunes qui circulent à scooter. Sous chaque selle de scooter, vous avez une arme. Parce que nous sommes effectivement confrontés à un trafic d'armes exponentiel dans ce département. Et à l'époque, on pouvait effectivement boucler Blanchard, Grand Camp, et pareil pour Chemin Neuf. Et je peux vous dire que on n'avait pas de souci de sécurité. On a commencé à avoir une insécurité effectivement aller en augmentation lorsque M. Sarkozy, déjà il a décidé qu'il fallait il fallait anéantir la police de proximité, d'accord, et qu'il fallait ne plus remplacer les policiers qui partaient à la retraite, d'accord. À un moment donné, nous disons que cette CDI qui était à 120, qui aujourd'hui comporte 60, a été quasiment réduite de moitié. Il suffit de la remettre à niveau et d'augmenter son effectif pour que nous puissions revivre pleinement ce que nous vivions dans les années 90. Monsieur Châtelard voulait réagir, Samuel. C'est vrai que le constat dans notre milieu, le ministère de l'Intérieur, c'est que les Outre-mer sont des lieux d'expérimentation. Alors, expérimentation en mettant en place une DTPN, avec l'idée... Alors, c'est la direction territoriale de la police nationale. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, ici, vous aviez plusieurs directions. Vous aviez la PJ, on avait la PAF, on avait la sécurité publique et le renseignement territorial. Pour pouvoir effectivement rivaliser avec la gendarmerie nationale, on a créé une direction territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, vous aviez effectivement 4-5 directeurs. Aujourd'hui, vous avez un seul patron de la police nationale. Des DSP, DTPN. DTPN, il n'y a plus de DSP. Et donc, les Outre-mer servent de laboratoire. De laboratoire, de site expérimental. Et avec l'idée de mutualiser les moyens et de mutualiser les hommes, mais à effectif constant. Alors nous avions déjà des situations, alors même qu'il y avait différentes directions, des situations qui étaient déjà tendues. Aujourd'hui, en mutualisant les hommes, vous faites des fonctionnaires de police qui ont déjà 20 ans, 30 ans de métier et qui se sont spécialisés dans une discipline, à devoir revenir à ce qu'ils étaient quand ils étaient à l'école et quand on leur a appris ce qu'est la police en général. De fait, vu que ces effectifs n'ont jamais été abondés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et la mise en place de cette DTPN, nous arrivons à une situation où nous déshabillons Pierre pour habiller Paul. Donc, nous déshabillons des effectifs de la PAF pour pouvoir aller renforcer la sécurité publique avec des personnes de la PAF qui, depuis qu'ils sont dans la police, n'ont fait que la spécificité de PAF. Et chaque service différent, sécurité publique, PJ, PAF, ce sont des choses très spécifiques et spécialisées. Malheureusement,
l'administration a du mal à l'entendre quand nous leur disons cela. On ne peut pas effectivement se servir des uns et des autres pour pouvoir pallier au manque d'effectifs et au manque de moyens. Malheureusement, c'est ça la situation actuelle, et d'où l'importance, effectivement, que nous soyons renforcés afin de nous permettre de faire au mieux notre travail et sécuriser dans l'intérêt du Guadeloupéen. Alors, c'est vrai que le parallèle a été fait de mettre en place cette DTPN par rapport à ce qu'est de la gendarmerie. Mais à la différence de la gendarmerie qui reçoivent très régulièrement des escadrons, en l'occurrence, donc des fonctionnaires mobiles qui permettent justement de pouvoir se dispatcher sur tout le département et donc de renforcer les brigades territoriales de communes, ben, nous ne sommes pas dans cette situation. Donc nous nous retrouvons effectivement à être en déficience et à avoir des soucis pour sécuriser les zones qui sont les nôtres. Il faut savoir que, je l'ai dit très récemment, nous vivons une forme de discrimination de la part du ministre de l'Intérieur en particulier. Parce qu'ils sont tous conscients que nous avons des problèmes d'effectifs, que nous avons, je le dis, des problèmes, un manque de matériel, mais je vous prends un exemple. Nous avons une brigade motorisée avec 10 fonctionnaires. Nous avons 3 motos. Et on me parle de sécurité routière, on me parle effectivement de délinquance routière. Mais pour moi, c'est un scandale. Nous n'avons même pas un chien stup. Nous n'avons pas de chien effectivement capable de nous aider, alors que très récemment, nous avons intercepté des kilos, des centaines de kilos de drogue sur Petit Havre et consorts. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer effectivement du monde. Moi, je prends le citoyen qui habite Petit Havre. Je l'ai dit. Lorsqu'il est cambriolé, lorsqu'il est effectivement attaqué, lorsqu'il vit quelque chose de pas normal sur le plan sécuritaire, vous pensez qu'on a le temps de sortir de Lafont pour arriver à Petit Havre? Non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, je le dis, il faut, alors que les gendarmes, alors que la délinquance, elle est centrée, le plus gros de la délinquance est centré sur... En zone police. À chaque fois, effectivement, que le ministre, aucun ministre, il vient, vous avez effectivement des renforts de gendarmes. D'accord? Et jamais, effectivement, de policiers. Donc, je dis que nous, en majorité dans la police, nous avons effectivement des collègues qui ont choisi effectivement de vivre en Guadeloupe, mais nous sommes des enfants de la Guadeloupe, en majorité. Et je le dis, il faut effectivement que cette discrimination puisse cesser à l'endroit des enfants de la Guadeloupe que nous sommes et qui avons choisi ce métier pour faire en sorte de protéger nos compatriotes. Ouais. Alors, j'avais entendu aussi ce discours, police, gendarmerie, main dans la main, le même combat, le même objectif. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est-à-dire que nous n'avons pas de soucis avec cela. Nos collègues gendarmes, je le dis, nous avons une délinquance qui gagne l'ensemble de la Guadeloupe, même si elle est plus centrée effectivement sur Pointe-à-Pitre-Darling-Gosier, mais ils rencontrent les mêmes problèmes que nous en termes de délinquance. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient effectivement favorisés par rapport à nous. Donc, Le partage d'informations, parce que ayant fréquenté beaucoup ce qu'on appelle les commissions de coproduction de la sécurité, il faut absolument renforcer cette coopération entre les différents services qui travaillent sur la délinquance, dans le cadre d'instances communales, le CLSPD, Centre local de sécurité et de prévention de la délinquance, Centre intercommunal Commission intercommunale de prévention. Les instances existent, mais il y a un élément fondamental, c'est la doctrine. Pendant des années, Éric Jalton s'est égosillé à poser des questions écrites, des interventions, des lettres au ministère de l'Intérieur sur l'existence de trafic d'armes en Guadeloupe. On lui a toujours dit pendant 10 ans, j'ai rédigé ce courrier, c'est de quoi je parle,
au ministère de l'Intérieur, on nous a toujours répondu il n'y a pas de trafic d'armes à Guadeloupe, ce sont des fusils de chasse, des violences intrafamiliales et des coups de là. Voilà, on était pratiquement à la Saguet, parce que c'est nègre et nous sauvages. Quelque part, c'est ça que regardez nous, notre violence, elle est exotique. Alors que vous avez des trafics de drogue. Alors j'ai dû interpeller le procureur général qui m'a menacé d'outrage à magistrat dans une réunion à Basse-Terre, où il y avait toutes les forces de la douane, en lui disant on serait le seul pays au monde où prostitution, drogue et trafic, et il n'y a pas de trafic d'armes, c'est un triptyque. Dans tous les pays au monde, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Donc, vous avez en Guadeloupe aujourd'hui 1000 à 2000 personnes qui sont titulaires de Glock. Un Glock, c'est 12 balles. Et c'est pratiquement indétectable par les politiques. Vous avez le potentiel meurtrier de cet arsenal-là. Vous voyez ? Et on n'a que 30 morts. Donc ça veut dire que la police fait son travail. La police fait son travail. Mais il faut reconnaître, on ne veut pas reconnaître l'existence de trafic d'armes. Dernier exemple, le président Luel avait demandé l'acquisition d'une vedette pour surveiller les côtes. On capture des go-fast. Les go-fast, ce sont des vedettes avec des motos que les trafiquants équipent avec des 500 chevaux, et ça permet. On les capture, mais on devrait équiper. Vous avez vu la pauvreté de la douane en Guadeloupe, la pauvreté de la douane, des services de la douane en Guadeloupe. Ils n'ont pas de scanner au port. L'aéroport, ça va être mis peut-être prochainement. Mais entre-temps, on me dit qu'il y a de la violence, de la délinquance et des couvre-feux. Commencez par équiper le scanner, commencez par équiper l'aéroport, le scanner. Alors là, il va falloir effectivement, merci Georges Boucard, il va falloir avancer puisque il y a un constat, il y a un couvre-feu qui a été mis en place, et vous avez été unanime pour dire que non, c'est pas la solution, c'est pas ça. Et il y a d'autres choses à faire. Alors nous aimerions savoir ce que vous entendez par là. Pour vous, que faut-il faire? Si vous dites couvre-feu, non, il y a autre chose. Donc qu'on puisse identifier réellement ce qui peut être fait au-delà ou hors couvre-feu. Raymond, et ensuite nous... Oui. Juste un point. C'est vrai que de toute manière, on part du principe que, comme le disait M. Vainqueur, quand il y a de la police dans la rue, la délinquance recule. La vision de la police fait reculer la délinquance. Il y a encore la peur de la police. Il y a la peur de la police, et particulièrement la police de nuit. Donc, il est vrai que quand vous avez plusieurs patrouilles sur les secteurs du Gosier, de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, qui tournent la nuit, en l'occurrence, jusqu'à un moment où, 1h, 2h du matin, vous avez une population qui commence déjà à rentrer chez elle, la population de nuit qui commence à rentrer chez elle. Donc, avoir la capacité d'avoir des forces de police travaillant jusqu'à ces heures-là pour qu'il y ait justement dans les rues des policiers afin de faire reculer, ou la perception même d'actes de délinquance chez certaines personnes. Vous allez avoir des délinquants forts, des personnes qui font le va-et-vient entre la prison, le tribunal et l'extérieur. Ces personnes-là, ils en ont fait un métier. Ces gens-là, on les reverra constamment. Mais quand vous avez des jeunes qui auraient tendance à penser qu'ils vont prendre cette voie-là pour pouvoir vivre, à un moment, effectivement, si vous mettez des barrières et des freins, peut-être que ces jeunes-là se diront que finalement, ce n'est pas la solution à adopter et ce n'est pas la trajectoire à suivre. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des forces de police dans les rues pour qu'on puisse pallier à ce problème de délinquance de nuit. Alors nous marquons une pause et puis je reviens avec vous parce qu'il va falloir vraiment aborder cette question de, mais selon vous, que faudrait-il faire pour justement
faire reculer cette délinquance. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de notre émission. Il y a l'ami du monde qui nous a rejoint, l'ami du monde qui lui dit en son monde à la Rila, donc qui dit qu'il connaît ce qui se passe dans la rue et éventuellement ce qu'il faut faire. Mais nous sommes arrivés à une phase importante de cette émission. Que faut-il faire exactement si le couvre-feu, donc, selon les dires, ne sera pas efficace? Mais il y a quand même des solutions. C'est pas une fatalité, la délinquance. Il manque l'amour. En Il faut Guadeloupe. nous ajouter l'amour. Parce que moi, quand je viens dans la rue là, et moi, des périodes de 5 ans, moi, à la rue là. Aller vendre la rue là, marcher, manger à la rue là. Il y a quand on a le monde qui a parlé de la rue là, n'est en code. La rue là, n'est en l'école. La rue là, n'est en vie. La rue là, pas tout ça, mon qui a dit. Parce que les gens qui sont délinquants, ils ont dit dans les ghettos. Là, vous voyez, si vous voulez dans les ghettos là, ils connaissent qu'il y a la misère, ils connaissent qu'il y a la vie. Ils partent à la rue là, ils sont en case. La plupart des gens qui viennent dans la rue là, c'est les gens qui l'école familiale bien. Ils viennent à la rue là, ils viennent chercher. C'est là qu'ils viennent piéger. Ils viennent laisser faire en premier à la rue là. La rue là, pas n'importe qui monde qui vient dans la rue là. Les gens qui viennent à la rue là, pas appeler dans la rue là. Quand il y a fait en la rue là. Parce que la rue là, nous vit dedans. Moi là, avant dans la rue là, en tout cas, boire et manger, ça monde qui était bien, pas de cas bon moins. En tout cas, communiquer, en tout cas, vivre. En tout cas, si à des amis, parce qu'en tout cas, sentiment rejeté par des gens qui en classe sociale. Pas de pont l'amour dans Tchéayo. En tout cas, trouver l'amour en Wayo. Là, t'es fait, en tout cas, nous ne pas manger à 4 à 5 ans. La cousine a une félicitation, bayo. Vieux Bouabim, félicitations, bayo. Parce qu'il y a l'amour, il y a une histoire, il y a haïtien, dominicain, il y a un peuple, il y a une conscience là. Ce n'est pas n'importe qui monde qui là. Nous parlons de Guadeloupéens, d'une classe sociale qui pas amener pour Guadeloupéens, pour côté encore. On parle de l'amour, on parle de peuple, on parle de communication, on parle de vie. Ça qui était nous, c'était avant que ça vienne là, aujourd'hui jour. Parce qu'il y a un monde qui est à l'école, pas contre pas monde, mais il y a un monde qui est à l'école, passé 25 ans, 30 ans là-bas à l'école. Oui, à pas contre eux. Mais là, on regarde des cailloux qui produit, cailloux fait, qui créé, rien qui matériel. Dans toutes 25 ans, 30 ans, ils passent ici à l'école. Pas ni pont culture et pas ni pont spirituel là-dedans. Et c'est là nous venons et nous trouver nous pèdent à travers de ça, nous y en Guadeloupe. Parce que nous sommes un peuple qui nous en force à travers dimension culturelle. Alors, on dit, l'ami du monde, que depuis 5 ans, l'âge de 5 ans, où tu es en Larry là, est-ce parce que. Moi, à partir de pour famille. C'est ça. Et moi, trouvé moi par propre famille et des gens, le mépris, le rejet, critique à les autres. Pas ni famille. Pas ni maman et papa, pas ni tonton, pas monde qui vient à l'aide de moi, qui parle avec moi, qui rejette moi. Est-ce que tu es là, mais tu là. Tout le monde est là. Mais là, pas ni maman et papa, pas ni famille, pas ni monde qui parle avec moi, pas monde pas côté. Ça, il fait moi rester quand tu vivre parmi des gens. Moi, tu aimes mieux, pas t'aimer moi. C'est moi qui te connais avec les amis. Ça, il t'a fait moi rester parmi mes amis, sans te faire sport, t'aimer sport. Mais la plupart des amis, moi, c'était Bougan-Larry là. Il y a qui Bougan-Larry là qui a fréquenté. Jusqu'à maintenant, je dis jour. Il y a pas de problème à ça, il y a dit. Sans qu'attendre, je dis jour. Parce que là, vraiment, Larry là, tous les jours, il faut sortir, moi, marcher matin, midi, soir. On a 6 la rue Fribourg. Nous avons gardé, nous avons vrai. La plupart des petits gens qui sont Larry là, je dis, petits gens qui aussi l'école. 16, 15, 17 ans. Ils ont tatoué, ils ont malmené, ils ont pas dit, c'est petits gens qui fait petits gens. Guadeloupe pas éduqué et la Guadeloupe dépassée par un système qui a mangé. Guadeloupe pas éduqué matériellement, mais pas éduqué spirituellement, culturellement. Et c'est là que nous en branche. Vous pouvez voir 1000 polices en Guadeloupe. Ça peut s'agir à rien en Guadeloupe. J'en ai assez déjà. À part rien, ça a mené par nous. Ça a divisé un peuple, ça a fait un peuple paix. Parce que nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes. Il faut que nous grandissions. Les politiciens sont encore pire. Avant, nous étions petits morceaux de terrain, nous étions tout partout pour nous jouer, vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est d'abord une confiance ensemble. Là, nous avons grandi, tout le monde est ensemble. Ou pas parler pour le monde, vous avez un nom plus vite. Je dis là, tout ça pède. Mentir, mensonge à politiciens qui fait nous arriver là, nous y là. Ils vendent la Guadeloupe, à pas pour Guadeloupe. Ils ont fait nous douter, ils ont fait nous croire que la Guadeloupe a changé. La Guadeloupe a déjà changé, la Guadeloupe est en train de disparaître et toute petite taille. On a un peuple qui a réfléchi matériellement, pas culturellement. C'est aujourd'hui que nous parlons de la culture. Si un peuple qui a réfléchi culturellement, quoi, il a parlé avec dans tout débat, oui, mais j'ai effacé, il n'est pas pour le monde.
Alors, qu'à pour faire. Oui, puisque vous qui dites ou qu'à vivre en la rue là ou moi, la vie, c'est pas une question de la rue. La vie, c'est une conscience qui a fait, nous prendre conscience quand nous voulons en Guadeloupe, pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, actuellement, nous sommes des noms, nous pas de si monde qui là. La Guadeloupe d'être libre. La Guadeloupe d'être responsable d'elle. En tant que peuple, en tant que Martinique, Guadeloupe, en tant que nation. Nous pas pour nous n'y manger assez en Guadeloupe pour nous prendre responsabilité là ça. La Guadeloupe a une vision de la nation. Si vous laissez Guadeloupéens parler, ou écouter parler, et qui parlent de sa vie, en tant qu'humain, à part en tant que Martinique pour nous garder nous. Il faut nous garder en tant qu'Haïtiens dominicains, nous tous parler la même langue là. Nous ne pouvons pas collaborer ensemble. En collaborant ensemble, nous pouvons venir plus fort. Et c'est là barrière là. Ils viennent vers nous, nous ne pouvons pas aller vers eux. Ils ne sont pas aussi méchants que nous avons dit. C'est nous qui avons raconté l'histoire parce que nous voulons l'argent, nous le pouvoir. Mais l'humain n'est pas comme ça. Hein. Il a toujours dit ensemble méchant sans voir. Ah, mais pas ça, il voit des moins. Parce que moi, quand mes abîmes, oui, on m'a demandé à tendre la main. Il y a un butin qui fait, j'ai accepté ça. Moi, senti malheureux pauvre, là, il m'a demandé de tendre la main. Il essaie de profiter si moi. Vous comprenez ça quand vous autres? À pas peur dire, à pas peur parler. Et c'est moi qui dis pourquoi moi, pas faire ça, on va faire là. Non, l'autre jeune Guadeloupe, mais si vous pas profiter, si vous n'avez pas manger aujourd'hui. Et c'est ça nous dit, parce que les men ont pouvoir sur nous. C'est à travers de eux que la Guadeloupe cavane. C'est le lobby qui a acheté Guadeloupe, pas pour Guadeloupe qui a acheté Guadeloupe, parce que chaque pied bois en Guadeloupe, son chantier, son entreprise. Si vous connaissez quoi à Gouillave, vous connaissez quoi à la terre, nous ne pouvons pas m'offrir. Si nous connaissons quoi à la mer, nous ne pouvons pas m'offrir. Nous ne pouvons pas maîtriser pour richesse en nous en Guadeloupe, madame. Ok? Je dis, je ne vais pas parler de farine fouille à pain. Nous pouvons faire sel en Guadeloupe. Nous pouvons faire confetti mango, confetti cigale. Chaque pied bois en Guadeloupe, c'est en l'école. Chaque zozio, chaque velter, chaque qui a sorti dans la vie, culture en nous, c'est en puissance à travers des dimensions, des personnalités en nous, pour nous pas devenir bruits et méchants comme ça. Nous vivons extrêmement méchants. Parce que nous venons, déjà, à partir de ce moment-là, ils sont jaloux. Ils sont jaloux les autres qui nient. Ils ne peuvent pas nier, ils ne peuvent pas faire comme eux. Et à un moment-là, c'est ça qui est arrivé. Braquage, meurtre, c'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas nous qui a bénéficié dans ça. Parce que toute police qui prison, c'est société qui a créé, c'est entreprise qui a. Il faut bien manger. Mais pas nous qui avons manger dans ça. Pas nous qui avons gagné l'argent. À part petit peuple là qui a matin, midi et soir, moi là, il a gardé ces fois là qui vendre. Quand il s'est vendre des choses en Guadeloupe. Combien de Guadeloupéens qui a fait ces fois là vendre? Quand il s'est développé la Guadeloupe vraiment dans la culture à Guadeloupe, dans la dimension à Guadeloupe, le Guadeloupéen n'est pas là. Il a parlé de la Guadeloupe parce qu'il est bien en tête. Il a bien mangé tous les jours. Alors nous alors déjà nous respectons-nous pour nous comprendre. Nous ni projet. Nous ni assez de projets pour nous démarrer nous en Guadeloupe. Alors l'ami du monde, nous vraiment faire un tour de plateau pour nous savoir quand pour faire parce que c'est très facile. Alors nous qu'à pour faire justement pour nous arriver solutionner problème à délinquance en Guadeloupe. Chaque zone a l'idée à ça qu'il faut faire et puis nous cheminer vers appel à téléspectateurs pour que les téléspectateurs nous disent eux aussi qu'est-ce qu'ils pensent de ça et vraiment qu'est-ce qui selon eux devrait être fait pour avancer, puisque j'ai l'impression, en entendant beaucoup parler, que c'est une fatalité et qu'on ne pourrait pas s'en sortir. Premier appel de téléspectateurs, et ensuite nous revenons avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, c'est moi? Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre émission, je l'apprécie beaucoup. Merci, monsieur. Bon. Ceci dit, quand on parle de violence, il faut peut-être, vous voyez, depuis 1946, date de la départementalisation, on a tendance à régler nos problèmes à coups de cataplasme sous une chambre de bois. La solution du ministre français n'en est pas une, puisque dans ses propres enfers, le diable n'a pas de réponse, comme à Marseille, Lyon, etc. Donc, le monsieur qui vient de parler, l'ami du monde, je crois, oui. Il a dit des choses très intéressantes. Aimé Césaire lui-même disait, un peuple ne vit pas sans utopie. Donc, la violence que nous vivons est de quelle origine? Nous sommes une terre colonisée. Forcément, dans toute terre colonisée, la violence existe. Ensuite, il y a cette tragédie qu'on appelle l'ultralibéralisme.
Ben, c'est ça. Ce sont ces deux choses combinées qui ont accouché de cette violence. Nos peuples, que ce soit de la Martinique ou de la Guadeloupe, puisque je vous appelle de Fort-de-France, mais nous n'avons pas droit à la parole. Nous subissons, comme vient de l'expliquer l'ami du monde. Maintenant, où se situe la solution? La Martinique et la Guadeloupe sont toutes les deux assises sous une mine d'or qu'on appelle la géothermie. Retroussons nos manches, franchissons un pas, devenons adultes et solutionnons nous-mêmes nos problèmes. C'est là la solution. C'est pas l'autre qui l'apportera. De toute façon, ça ne l'intéresse pas. Nos problèmes n'intéressent pas le colonisateur, puisque son commerce fonctionne chez nous. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, c'est ce qu'on appelle les trucs collatéraux, comment ça se dit encore les dommages collatéraux. Oui, nous sommes il faut des victimes dans ça, et nous sommes justement ces victimes, mais ils s'en foutent. Donc, comment dire, la solution de nos problèmes ne peut passer que par nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci, monsieur, et continuez à regarder cette émission. Et puis, nous poursuivrons avec des appels. Mais Georges Boucard, alors pour vous, est-ce que des solutions existent et quelles sont-elles? Alors, sinon, s'il n'y avait pas de solution, il suffirait de se flinguer. Ça veut dire que bon, il n'y a plus d'espérance. On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas une vision, une espérance. Monsieur s'est inscrit dans une vision d'autodétermination. C'est une vision. On parle de projet. Nous parlons de vision. De projet. Projet, vision, oui. Oui. Mais chaque Guadeloupéen est porteur d'un projet. Chaque Guadeloupéen a son projet. On a fait le projet Guadeloupe. Chaque Guadeloupéen a sa solution. Sur ce qui concerne le champ d'activité qui nous réunit là ce soir, pour la délinquance, moi je pense que il faut réprimer, et même sévèrement, mais il faut avant tout faire de la prévention. Il faut faire de la prévention. On a un certain nombre de dispositifs que nous avons mis en place qui ont permis de faire un certain nombre de choses. On a créé de toutes pièces une filière de désarmentage sur le territoire guadeloupéen, et ces gens-là sont maintenant, ils vont à Abu Dhabi, c'est des jeunes de grands camps, hein. On veut dire, des jeunes de grands camps. On les a spécialisés dans le désarmentage parce que c'est un métier, c'est une niche. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses. Et ces gens-là ne sont plus des délinquants. Je veux dire que il y a des solutions. Donc il faut les mettre au travail, en clair. Il faut avoir la volonté de se comporter comme propriétaire du pays et pas locataire. On a un comportement de locataire, on n'a pas un comportement de propriétaire. Le pays nous appartient. C'est notre pays, et les meilleurs spécialistes des affaires guadeloupéennes, pour paraphraser et Mercedes, ce sont les Guadeloupéens. Ce sont les Guadeloupéens. Donc, la solution ne viendra ni de Darmanin, ni de Attal. La solution viendra du peuple guadeloupéen avec ses élus. La Guadeloupe, que nous avons choisi par un suffrage universel. Donc, qui peut être, on peut ne pas être d'accord, hein, mais on les a choisis. On n'est pas content, on les vire. Il y a les prochaines élections là. C'est fait pour ça. Donc, la solution, formation. Par exemple, à Vieux-Bourg, alors rapidement, hein, très rapidement. Un tour de plateau, et puis nous récupérons des appels. Vieux-Bourg, dans le cadre de la rénovation urbaine, nous avons l'intention, de transformer le quartier, mais aussi avec des chantiers d'extension, avec de l'animation. On veut faire par exemple une espèce de Pigeon Island, une fois par mois, barrer en fait la rue pour que les jeunes des communautés qui sont là, dominicains, haïtiens, puissent exprimer leur culture, apprendre de l'autre. Que celui qui parle anglais apprenne à l'autre à parler espagnol, et le français, langue étrangère également. Il y a des situations, par exemple à Sainte-Lucie, tous les vendredis, les communautés se mélangent et il y a des milliers de touristes. On peut faire la même chose en barrant depuis des Bélanges jusqu'à Coro-Michel, avec des orchestres, avec des grillades, chacun à tour de rôle présente
ces spécialités, et on fera la même chose dans le boulevard des Héros. On a des possibilités avec des chantiers d'insertion. Il n'y a pas que le carnaval qui puisse nous porter des solutions. Merci, et puis les jeunes veulent, contrairement à ce qu'on dit, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut aller les voir. Ils sont à Booster. Je finis. Ils sont à Booster. On les voit, ils sont à Vieux-Bourg, on les voit, mais ce ne sont pas des monstres, ce sont nos enfants. Hein. Merci Georges Boucard. Alors, dernière, puisqu'on est sur un tour de plateau en même temps, donc pas de couvre-feu aux abîmes. On ne veut pas de couvre-feu, on veut que l'État nous donne plus d'argent pour donc les PEC. Donc vous allégez la charge des forces de police. On veut que l'État nous redonne de la dotation globale de fonctionnement alors qu'ils ont supprimé pour la rénovation urbaine 400 000 euros. Voilà ce qu'on commence à faire. Comme ça on pourra peut-être aider au recrutement de policiers municipaux. Merci Georges Boucard. Nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons. Pardon? Je te signale qu'à la pause, je devais parler. Ah, mais après cet appel. Non. Après? Je fais la grève. Je fais mon couvre-feu. Parce que c'est comme ça va rouler. Alors, nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons et ensuite, nous passerons la parole à Raymond. D'accord. Allez-y, monsieur, bonsoir. Oui, allô, oui, bonsoir. C'est Gabriel des Abîmes. Oui, bonsoir, Gabriel. Alors, j'appelais, c'est par rapport à la question, par rapport au couvre-feu. Je trouve que c'est pas une bonne solution, c'est une très mauvaise solution pour la Guadeloupe et pour nos jeunes. Par rapport à différentes expériences que j'ai eues, j'étais un moment vigile à la décharge de Grand Camp Abîme. Pendant la période du carnaval, de la drogue sortait par grande quantité dans les petits cours d'eau qu'il y a là. Et pour ne pas me faire tuer, j'étais obligé de me mettre debout pour faire que ces gens-là me voient. Ces gens-là avaient des pistolets mitrailleurs très puissants. Et on arrivait à m'écouter. Lorsque j'ai fait mes rapports, ni la police, ni la gendarmerie, personne n'est venu. J'ai démissionné parce que j'ai vu que ce genre de choses, c'est pas bien pour la Guadeloupe. Et je me suis intéressé un peu à la violence qu'il y avait chez nous. Et j'ai vu que ça vient plus des trafics de drogue qu'il y avait entre l'Amérique latine et l'Europe. Lorsque les Américains ont bloqué le trafic de drogue en haut, le trafic de drogue est passé au milieu. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est nous, la Guyane et Guadeloupe, Martinique. Ces gens-là, ils ont de l'argent, mais c'est impressionnant. C'est l'Europe qui aurait dû faire une politique par rapport à notre sécurité. C'est même pas pour dire la France réellement. C'est la France et l'Europe. Donner tous les moyens à nos forces de l'ordre, à tout le système, pour que nos jeunes ne puissent pas être pris à mettre des boulettes de drogue dans leur corps, à mourir en Guadeloupe, en Guyane, et ça engendre de violence, ça fait que des armes viennent. Et on voit tout ça, mais tout ça, c'est pas réglé. Parce que le problème, pour moi, c'est plus un problème politique. Il faut que nos politiques qui nous représentent demandent les choses avec fermeté, qu'on ne joue pas les jeux politiques du système en France pour faire, pour être élu, il faut, je fais ça pour toi, tu fais ça pour moi. Non, il faut être précis, on veut quelque chose pour la Guadeloupe, pour faire évoluer la Guadeloupe. Plus la Guadeloupe va avancer économiquement, moins on aura de délinquance. Si le sport ou que la Guadeloupe excelle, qu'on nous donne les autorisations d'avoir de participer à des compétitions internationales. Il suffit de la signature de la France. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour éliminer un peu tous les problèmes que le problème économique et le problème de drogue, c'est ça, surtout le problème de drogue qui nous pénalise énormément. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Raymond. Bien, je fais un petit coucou à Evita. Elle comprendra pourquoi. La première des démarches qu'on veut, si on veut régler le problème de violence, c'est déjà de nommer les gens correctement. Les personnes oisives ne sont pas des délinquants. Elle dit délinquant, une personne qui a commis ou transgressé, qui a été reconnue comme telle et qui a été sanctionnée. Nous avons un défaut, c'est que nous aimons banaliser un terme.
nous comptons bien récréation. Tout le monde a parlé de délinquance. Non. Et ce que disait M. Vainqueur tout à l'heure est vrai. Le gamin qui sort de l'école, qui s'assoit sur le banc, parce que c'est le seul lieu où il peut souffler. En quoi il est délinquant? Il est oisif. Ici, c'est là, pas mon doyen. Tu as posé la question, comment régler ça? Commençons par régler le problème de l'école de Guadeloupe. Parce que parmi les personnes qu'on retrouve dans les circuits où on choisit des mules, ce sont les gamins les moins formés. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont les gamins qui sont les moins outillés intellectuellement qu'on boit dans tous les trafics. Ça, c'est la première chose. Réglons le problème de l'école de la République. On va commencer par ça. Deuxièmement, réglons les problèmes techniques qui sont propres à chez nous. Comment tu veux, effectivement, avant de faire un couvre-feu, commence par déjà faire fonctionner tous les outils qu'on te met à ta disposition. Tout à l'heure, M. Bocard, effectivement, les nommés. Lorsque tu as un conseil communal ou tu as un conseil de prévention de la délinquance, si tu ne le fais pas fonctionner, ça veut dire que tu n'as pas de maillage de territoire. Ça veut dire que tu n'as personne qui te fait de relais. Lorsqu'effectivement, en dehors des caméras, tu dis que tu veux, des caméras, des journalistes, tu veux de la télésurveillance. Je rappelle aux gens que l'une des villes qui la première a mis la télésurveillance caméra, c'est la ville rose, Toulouse. D'accord? On a déjà un bilan. Ça n'a jamais empêché les gens de commettre les exactions. La seule chose que ça permet, c'est d'avoir le flagrant délit et de pouvoir résoudre les situations. Donc, tu n'as pas réglé le problème sécuritaire. Troisième niveau, celui de la formation. Quel choix nous avons fait pour la formation? Nos universités ne fonctionnent pas. Nos universités ne fonctionnent pas. Comment tu veux qu'un enfant étudie lorsque son ventre est vide? Comment veux-tu que les institutions en charge de la formation, du paiement de la formation, se permettent effectivement de ne pas payer les bourses à temps? Allons regarder les choses. Excusez-moi, mais nous toujours qu'à rester si formidable. Alors, Non, on fait un tour de plateau parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, donc on doit continuer. Lorsque tu vois effectivement, parce que tu veux savoir comment régler ça, commençons par régler les choses qui normalement devraient fonctionner. Le transport, comment tu expliques en fait, tout à l'heure on a rigolé, M. Bocard et moi, comment tu expliques encore aujourd'hui que l'école de la Guadeloupe commence à 7h30? Comment tu expliques effectivement que cette école-là a été pensée pour le confort de technocrates? Parce que le gamin qui a vieux habitants qui va à Port-Louis, au moment où toi tu rêves de la Reine des Neiges, il est déjà en train de marcher pour aller prendre un bus à Bastère. D'accord? Et il ne faut pas me dire qu'effectivement que les gens ne sont pas au courant. Il faut qu'on arrête aussi de se cacher derrière son petit doigt. Lorsque toutes ces choses-là dysfonctionnent, eh bien, ça arrive effectivement qu'à un moment donné, les gens décrochent. Comment tu expliques effectivement que nous n'ayons pas la main sur l'insertion et l'apprentissage? Allons se dire les bonnes choses. Parce qu'avant de demander aux policiers effectivement de sillonner là où le soir, ils n'ont pas autre chose à faire? Ils n'ont pas d'autres missions à régler? Il faut qu'on soit sérieux. Et ce qu'on a dit, tout le monde le sait. À partir de 3h du matin, la Guadeloupe est tranquille. À part 1-2 personnes qui fonctionnent parce que, bon, on est quand même dans une société de régulation où il faut que tu ailles te sacrifier à Bastille ou à Trois-Rivières, que tu rentres chez toi un petit peu tard. Oui. Mais, mis à part ces personnes-là que vous ne contrôlez pas, d'accord? Oui, il faut qu'on soit sérieux. C'est une fausse bonne nouvelle, cette histoire de couvre-feu. Je te dis, et je le redis encore, ça nous montre effectivement notre niveau de démagogie, mais c'est surtout de cette capacité que nous avons toujours à vouloir détourner le regard des vrais problèmes de la Guadeloupe. Merci Raymond. Nous récupérons un dernier rappel et puis nous poursuivrons le tour de plateau. C'est vrai qu'il nous faudrait retenir certaines choses pour y revenir, Raymond, puisque il y a des choses vraiment importantes à traiter au niveau de la Guadeloupe. Et puis, comme on le dit souvent, il faut décortiquer les choses et peut-être pouvoir identifier des pistes de solutions. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, c'est Doris de Bémao. Bonsoir, donc, Doris. Voilà. Allô? Oui, bonsoir, Doris. Oui, je voulais parler en fait parler de solutions. Mais les solutions, d'abord, il faut quand même poser un constat.
c'est-à-dire faire un constat de l'existant, c'est-à-dire ce que la Guadeloupe a de positif, et faire le constat aussi des manquements. Donc, est-ce que ce travail est fait, par exemple, dans le cadre de politique publique? Et je pense que ce constat doit se faire par la population. Ce constat ne peut pas se faire entre quatre murs, entre des politiciens. Je pense que ce constat doit être fait en plus avec les gens qui vivent la vie, c'est-à-dire les administrés, qui vivent une vie réelle. Parce que nous constatons qu'en fait, il y a des politiques publiques ou des mesures qui sont faites, mais sans consultation. Donc, en fait, ce sont des mesures hors sol, qui ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain. Les gens qui vivent la vie, comme moi-même, je ne suis pas dans la politique, mais je vis la vie de tous les jours. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il y a des mesures qui sortent. Est-ce qu'il y a une véritable étude? Est-ce qu'il y a une consultation de la population qui la vit? Parce que, désolé, un ministre, un député, un sénateur ne vit pas la vie au quotidien. Donc, ils n'ont pas cette vue-là. Comment voulez-vous qu'une politique soit faite si ces personnes-là ne sont pas de manière quotidienne, récurrente et permanente avec la réalité d'aujourd'hui? Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il y a des sociologues, tout bitant sociologues, comment on dit ça, enfin, psychologues. Est-ce que eux déjà, on les consulte? Est-ce que ces gens-là sont consultés, puisque ce sont on dit érudits, c'est ça, ils sont des connaisseurs. Donc ils sont l'intermédiaire entre la population. Je l'espère, je vois qu'il y a un sociologue, je ne sais pas si c'est les sociologues, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais ces personnes-là sont notre voix. J'espère qu'ils sont notre voix, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas en capacité de s'exprimer, avoir les bons termes, mais ces personnes-là qui sont en langue, ils ont ces termes-là. Ils peuvent, vous pouvez faire le lien entre ces politiciens, ces personnes qui pensent avoir la solution, or qui sont totalement hors sol, qui ne vivent pas la réalité de la vie. Et moi, je voulais une solution, vous demandez là, pour finir, vous parlez de solution, mais la solution pourra se trouver que si on consulte le peuple, je dis même pas à minima, à maximal. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'on dit à minimal, mais il faut que le peuple soit forcément consulté lorsqu'il y a une construction de politique publique, que ce soit sanitaire, sécuritaire, quel que soit le plan d'action, le plan, pour que les personnes soient consultées un maximum, pour que les choses fonctionnent. Arrêtons les petites mesures, les mesures hors sol qui n'a pas, même éducatives. Consultez les jeunes qui sont à l'école. Est-ce qu'ils sont en adéquation avec le modèle éducatif qu'on a actuellement? Non. Du 7h jusqu'à 18h. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles? Bon, je prends l'exemple de l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles qui pourraient stimuler, encourager? Parce que moi, quand j'entends mon fils, des fois, il n'est pas content d'aller à l'école. Vous voyez, parce qu'on force les gens à rentrer dans des cases. Non, c'est le système qui doit s'adapter aux jeunes, à la façon. Parce qu'il y a des jeunes, je parle d'éducation, mais à titre d'exemple, il y a des jeunes qui sont visuels, il y a des jeunes qui sont auditifs. En fait, chacun a sa façon de voir les choses. Vous n'allez pas demander à un poisson de grimper un arbre, par exemple. Donc, chaque enfant est unique. Donc il faut pas, c'est pas nous qui devons s'adapter, c'est la politique, c'est les politiques qui doivent s'adapter aux personnes lambda comme moi-même, aux personnes qui vivent la vie. Merci madame. Voilà. Merci beaucoup madame pour cette intervention et continuez à regarder cette émission. Alors on ira un petit peu plus vite puisque nous n'avons quasiment plus de temps. L'ami du monde, donc nous sommes à la phase solution. On n'a pas beaucoup de temps. Bon. Solution là, on va dire c'est nous-mêmes. C'est faut nous ouvrir nous, faut nous ouvrir culture en nous, faut nous ouvrir l'école là que vous mettez, que nous apprendre là qui pas rapprocher nous d'histoire en nous, de culture en nous. Ça va mettre nous hors de ça qui est en nous, des terres nous. Déjà nous faut nous apprendre qu'on était qu'à faire avant. Avant faut nous était nous plutôt pratique que de théorie. Je dis c'est une piste théorie qui pratique. Faut nous rebailler la pratique, puis apprendre à comprendre quelle est la pratique, quelle est la vie, puis affronter la vie telle qu'elle est, puis nous confier ça dans eux aussi. Faut nous récupérer terre nous, parce que sans terre on peut pas planter, on peut pas disparaître.
Il faut que le peuple retourne aux ressources naturelles. Il faut que le peuple retourne aux connaissances. Il faut que le peuple apprenne à souffrir avec ça qui taille. Il ne faut pas souffrir avec ça qui les autres. On va dire, si d'être soumis à la terre, mais pas à l'homme. Parce qu'il faut nous faire ça, les grands-parents nous fait pour nous taper là jour du jour. Vivre avec ça, nous, sans attendre les autres. Construire avec ça, nous, sans attendre les autres. Penser avec ça, nous, sans attendre les autres. Instruire-nous avec ça, nous, sans attendre les autres. Parce que nous connaissons une histoire qui peut permettre nous et qui mène nous à route là que nous est là. À part la politique qui peut mener nous là, nous est là. La politique là, c'est le but que vous avez fait traiter avec des lobbies. Vendre terre, nous vendre richesse en peuple sans consulter en peuple. Ils vendent toute terre la Guadeloupe, nous pas ni pouvoir économique, nous ne pouvons pas faire face avec eux. Parce que là, c'est fait quoi faire avant peuple, c'est faire un peuple effacé. Et que ils savent ça. 32 maires, 32 communes, pas ni terre encore en Guadeloupe. Si le peuple là pas ni terre, peut pas reconstruire, qu'à disparaître. Si nous, dans un incident, nous pas obligé de partir pour connaissance là, quelle histoire nous met, pour le peuple nous vivre avec. On va dire, parce que la Guadeloupe, son science, avec tout ça, il y a à travers d'elle. Moi aussi, on peut aider énormément de petits jeunes. Je suis obligé d'apprendre à planter, je suis obligé d'apprendre à comprendre qui genre la terre a fonctionné, je suis obligé d'apprendre qui genre de l'eau a fonctionné la terre. Tous ces forces-là, ça nous dit, après nous faire manger à temps longtemps, cette culture en nous. Il faut que nous submergions avec ça nous pour nous reproduire nous avec volonté, ancestralité en nous, sans attendre de que les gens viennent parler, non. Merci, l'ami. Parce que la Guadeloupe n'a pas appartient à nous. Toutes ces pensées-là, ça, c'est une pensée importée. Tout ça, nous avons parlé, en bien meilleur. Mais si ministre n'a pas un problème jour du jour, toute police est arrivée. Il y a 10 000 polices. Là, c'est problème à nous, pour nous pas régler. Parce que vous connaissez quand ils viennent chercher en Guadeloupe. Mangez-nous pour la Guadeloupe, c'est un oasis. Merci, l'ami du monde. OK. Merci beaucoup, Victor Châtelard. En fait, je vais être relativement synthétique. C'est vrai qu'une société ne se développe pas si elle n'a pas de perspective. Et si on ne donne pas des perspectives à notre jeunesse, en l'occurrence, la faire sortir de cette idée de délinquance, la capacité d'évoluer d'elle-même et de pouvoir effectivement mettre sur le territoire ce qu'elle a appris au service du territoire, ben, il est clair qu'on va se retrouver avec des jeunes qui auront cette volonté, cette envie d'obtenir, d'avoir de la manière la plus simple et la plus facile. C'est d'aller soit effectivement prendre ce que l'autre a, en l'occurrence, et malheureusement, on ne sortira pas de ce tourment, de cette situation. Il faut effectivement donner aux jeunes des perspectives. Merci. Christian Vainqueur. Effectivement, en plus des perspectives que nous devons donner aux jeunes, moi je dirais une chose. Il ne peut pas avoir d'État ou de pays sans police. Ça veut dire effectivement que nous sombrons dans l'anarchie. C'est clair. Oui, effectivement, notre pays connaît des jeunes en échec scolaire extrêmement importants. Ça dépasse la moyenne nationale. Nous avons une délinquance qui est exponentielle, une économie qui se meurt. Et je le dis, mais ça ne doit pas être non plus une fatalité. Il y a des choses à faire dans ce pays. Il suffit effectivement que les hommes et les femmes que nous avons désignés pour nous représenter puissent réfléchir avec nous. Et non pas croire qu'ils sont effectivement sur un piédestal, qu'ils sont installés là et qu'ils peuvent prendre des décisions sans même concerter le peuple. Et nous le voyons, et je rejoins effectivement l'ami du monde. Nous sommes des Guadeloupéens. Nous entendons beaucoup de gens dire qu'ils aiment la Guadeloupe. Et je le dis, agissons en personnes qui aimons la Guadeloupe et qui nous aimons aussi mutuellement. Et une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons nous asseoir tous sans avoir à nous snober les uns les autres et dire voilà, il faut un avenir plus serein pour notre pays. Mettons-nous ensemble pour en parler. Merci Christian Vainqueur. Samuel. De toute manière, c'est simple. À chaque fois que l'État va nous dicter notre planning, va nous dicter les sujets, on va faire les mêmes erreurs. Oui. Si on fait un peu de...
par exemple, à l'époque, je crois, M. Jospin, voilà. Quand M. Jospin était Premier ministre, on était dans le même cas de figure. Il y avait une sorte de montée de délinquance. Qu'est-ce qu'il a fait? À quelques jours de son arrivée, les forces de police avaient investi Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à l'époque. Nous sommes dans le même cas de figure aujourd'hui. Vous avez bien vu que ça n'a rien changé du tout. Donc, encore une fois, ce n'est pas une solution. Georges a parlé tout à l'heure, il a touché, c'est un des problèmes, la construction même monoparentale de la famille guadeloupéenne, qui est de l'ordre de 68% ici, 23% en métropole. Toutes les fois qu'on regarde les chiffres, on se rend compte que, quelque part, nous faisons très très bien les départements d'outre-mer de rester encore la tête, j'ai envie de dire, au-dessus de l'eau, puisque tout nous condamne. Tous les chiffres nous condamnent. Donc, quelque part, aujourd'hui, lorsqu'on veut mettre presque les parents ou les personnes contre leur jeunesse, parce que ce n'est pas des enfants qui sont des délinquants, enfin, on n'est pas délinquants. On ne n'est pas délinquants. On le devient. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on le devient? Raymond a parlé d'aménagement du territoire. C'est l'un des points. On a parlé de transport. Lorsque vous êtes empêché chez vous, normalement, lorsque vous bloquez en métropole, lorsque vous allez bloquer la rue avec votre voiture, vous êtes condamné parce que vous empêchez aux gens de circuler. Mais c'est tous les jours que les Guadeloupéens sont empêchés de circuler, puisqu'il n'y a pas de moyens de transport organisés. Lorsque vous êtes chez vous et que vous ne pouvez pas sortir pendant le week-end, vous êtes empêché de circuler. Mais ça ne gêne personne. Alors, c'est vrai que nos politiques ont un problème, c'est que c'est celui de, justement, à chaque fois, même lorsque ça ne va pas, de faire la coubette devant les ministres, les différents ministres qui arrivent. Oui. Et ça, c'est ça qui me sort parler. Vraiment, c'est vraiment... il faudrait que les Guadeloupéens, justement, le citoyen guadeloupéen s'élève contre ça. Parce que même quand ça ne va pas, qui a parlé? Tu as parlé de DGF. On est en train de sucrer la DGF de toutes les collectivités, de toutes les communes. Mais personne n'en parle. Mais parallèlement, on veut récupérer l'octroi de mer. Ça va faire des dégâts dans l'économie. Donc, il y a plein d'aberrations. Et je veux vous dire même, on est sous des groupes sociaux, sur des réseaux sociaux parfois, où il y a des politiques. Les politiques sont complètement taiseux lorsqu'on parle de problème de la Guadeloupe. Ils n'ont rien à dire. Je suis sûr, Mme Boissé, que vous allez venir ici aujourd'hui, vous allez dire, la semaine prochaine, on a un débat sur la Guadeloupe, sur n'importe quelle thématique. 90% des élus que vous allez appeler ne vont pas venir. Parce qu'ils sont complètement déphasés. On dirait qu'ils ont peur de parler à leur population. On dirait qu'ils ont peur d'aller vers la jeunesse. Il y a un problème là. Or, c'est eux qui représentent. On ne les entend pas. Moi, j'ai entendu cet après-midi M. Letchimi dire, dans le cas du Cham, il disait, et c'était vrai, qu'on ferme la Caraïbe, on nous ferme les pays d'à côté, alors qu'on devrait ouvrir ces pays-là, parce que c'est ça qui fait cette richesse. Notre richesse, on a besoin de ces pays de la Caraïbe pour pouvoir développer notre économie. Et voilà. On n'a jamais été entendu. Je prends l'exemple durant la pandémie, c'est pour ça que je dis que le débat. C'est vrai que c'est des débats qui sont suffisamment. On n'a pas suffisamment le temps de développer. Mais lorsqu'on voit que. On me parle par exemple de zone police et de zone de gendarmerie. Pourquoi c'est plus compliqué dans la zone police? C'est parce que dans les zones de gendarmerie, ce sont les résidences, c'est bien agencé. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de délinquance là. Donc ça veut dire qu'on sait ce qui ne marche pas. Lorsque Georges parle qu'on dit qu'il n'y a pas d'armes, on sait où sont les armes en Guadeloupe, on sait qui en profite. Lorsque Raymond dit qui va acheter là, à Vieux-Bourg et tout ça, on sait qui. Ce sont des gens normaux, entre parenthèses, on va dire. Mais quelque part, quand ils sortent de là, eh bien, ils ne veulent plus voir ces petits jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils font pour ces... Alors, il y a quand même un espoir. Et cet après-midi, je discutais avec un des jeunes, et je vais le dire, parce que lorsque les choses vont, il faut le dire. Il y a une organisation récente. Parce qu'on va il y a une organisation récente. Mais peut-être qu'il faudrait reprendre ce débat-là. Oui. Vous avez entendu parler de la CAOL. Oui. Il faut savoir qu'avant, tous nos élus avaient peur des métiers de l'événementiel. Oui. Des concerts. Aujourd'hui, c'est devenu des moteurs, ce sont des moteurs économiques. Aujourd'hui, allez dans Madame Carabé-Moule, si on ne fait pas une hold-in, ce qu'elle va perdre. Aujourd'hui, récemment, M. Courtois a fait une KOL, ce qu'il va... Pourquoi? Parce que ces jeunes-là sont allés plus loin. Ils ont prouvé qu'à partir des métiers de l'événementiel, parce que les gens voient ça comme un concert, on s'amuse. Mais combien de gens travaillent? Ce sont de véritables usines. Combien de jeunes travaillent sur ces chantiers-là? Et après, maintenant, ils ont fait une sorte de rencontre avec les jeunes à la Cité des Métiers
où ils sont venus témoigner. On a vu qu'il y avait plein de jeunes qui avaient travaillé et il y avait des jeunes qui avaient été employés après par des sociétés avec des emplois permanents. J'en finirai là, mais c'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Il faut, et je le dis toujours, un pays qui ne prend pas son économie en main est un pays qui est mort. Et c'est un pays qui emmène sa jeunesse dans le mur. Ce ne sont pas les jeunes qui ont des problèmes. Parce que ces jeunes-là, il y a des mamans. Lorsque vous êtes une maman, que vous avez du mal à manger, que vous avez un fils qui va porter manœuvre, quelque part, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux. Et l'enfant, il se trouve autorisé aujourd'hui parce qu'il n'a pas cette fameuse, ce fameux visage du père qui va... Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on a enlevé les pères des structures. Et la dernière chose, en métropole, j'ai entendu récemment que l'État a pris des mesures pour aménager le temps quand il n'y a pas d'activité scolaire, Oui. pour pouvoir permettre aux jeunes de retourner dans des comment je veux dire, Enfin, les bootcamps. voilà, pour pouvoir leur permettre. Alors, en France, on permet à des jeunes qui peuvent partir dans la rue, on les rattrape suffisamment tôt pour leur dire attention, c'est hors période scolaire que vous faites n'importe quoi, donc on va les occuper et en Guadeloupe, on nous propose un couvre-feu. Mais voilà, vous aurez vous-même compris que c'est un pays de penseurs. La France est un pays de penseurs à l'époque. PEL, maintenant, c'est devenu un pays de penseurs. Mais avec tout ce qui a été, ça pense des plaies, ça ne fait rien dit ce soir, j'ai pu déjà identifier la thématique de la prochaine émission. Et merci aux téléspectateurs qui nous ont appelés, notamment cette dame qui nous a appelés. Donc nous aurons une thématique très importante et aussi qui intéresse, pardon. Ils ne sont pas invités, ça c'est sûr. Pourquoi? Mais non, nous ne sommes pas des politiques. Donc, nous aurons à le faire pour la prochaine émission. Je sais que Grégo, une phrase, Grégo. C'est pour conclure en one shot, c'est-à-dire que devant l'échec de toutes ces politiques, moi je demande la démission de tous les maires, du président du conseil régional. Ouais, c'est peut-être utopique, mais on est en échec et ils n'ont pas le courage de venir devant le peuple pour donner courage au peuple sur le chemin de l'histoire. Vous avez rigolé, mais Maurice, je demande la démission de tous les élus de la gestion coloniale. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est tourner en rond dans une gestion coloniale et pas une gestion qui nous amène vers notre prospérité. Donc, merci Grégo. À la suite au prochain épisode, j'espère. Voilà, merci Grégo. Quelle chance aurait quelqu'un comme monsieur l'ami du moule? Du monde. L'ami du monde, j'ai dit l'ami du moule. L'ami du monde, d'être avec des élus pour échanger ce qu'il pourrait apporter à la jeunesse. Alors. Quelle chance il aurait d'être écouté. Chiche. Merci, merci messieurs. Restez encore en plateau le temps que nous puissions terminer. Oui, bien sûr. Oui. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Nous aurons d'autres émissions puisque nous n'avons pas eu le temps de prendre suffisamment d'appels. Il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de téléspectateurs. Donc nous reviendrons certainement sur une thématique qui se rapproche de celle-ci. Et pour tous les fidèles de cette émission, continuez à le faire. Et si vous voulez revoir cette émission, vous allez sur le Facebook de Canal 10. Si vous voulez que des amis voient cette émission, orientez-vous aussi sur le Facebook de Canal 10 et vous pourrez voir encore et encore, apprécier et peut-être aussi donner votre avis, répondre à cette question qui a été posée ce soir. Merci. Et puis, l'adresse mail, que les choses soient dites, @gmail.com. Que les choses soient dites, @gmail.com. Excellente soirée à tous. Merci.